Nous sommes dimanche 24 février, il est 13h et vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans votre journal. Des voies bitumées ici à Abidjan sont souvent impraticables, cela à cause des dépôts de ciment qui dégradent les routes. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a initié récemment une rencontre avec les entreprises de ciment. Des évaluations seront faites pour réhabiliter les voies. La 56e édition du Salon international de l'agriculture, inaugurée hier samedi par le président français Emmanuel Macron, doit durer jusqu'au 3 mars prochain. Il devrait accueillir entre 650 000 et 700 000 visiteurs. Cette année encore, la Côte d'Ivoire est bien présente au salon avec 2 stands. Vous le verrez dans une quinzaine de minutes. Au Sénégal, les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 8h pour les près de 6,7 millions d'électeurs appelés aux urnes pour élire leur président. 5 candidats sont en lice. L'on enregistre une forte affluence dans les bureaux de vote qui fermeront à 18h ce soir. Nous retrouverons Sidonie Davila, notre envoyé spécial à Dakar. Budget citoyen ou simplifier l'information sur la loi des finances. Le budget citoyen explique aux contribuables le processus budgétaire, la collecte des ressources et leur utilisation. Il permet également aux citoyens de suivre les dépenses publiques et de prendre connaissance des niveaux du déficit budgétaire et de l'endettement public. Le système sera bientôt adopté en Côte d'Ivoire. Pourquoi et quels sont les avantages? Ces questions, nous allons les poser dans le cadre du magazine du dimanche au secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, qui est avec nous en plateau. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Monsieur Diaby. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci également. Je vous retrouve tout à l'heure, dans 30 minutes. D'accord. À tout à l'heure, Monsieur le ministre. Rendons-nous tout de suite à Grand-Bassam. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, y a offert hier un déjeuner dénommé le déjeuner de l'amitié au corps diplomatique. Ce moment festif de partage et de renforcement des liens était placé sous le parrainage du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le reportage d'Awa Touré. Le corps diplomatique et les organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, reçus à Grand-Bassam par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et son épouse Aya Clarisse Duncan dans le cadre du traditionnel déjeuner de l'amitié. Initié depuis 2012 par Daniel Kablan-Duncan, alors ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ce déjeuner annuel se veut un rendez-vous de partage et d'échange dans une ambiance fraternelle et chaleureuse. Il m'est agréable et important de constater qu'aucun nuage n'est venu altérer le cours des relations qui nous unissent et que, bien au contraire, l'année écoulée a vu se renforcer nos liens d'amitié et de coopération de façon sensible et féconde. Moment de partage et de convivialité. Ce repas est aussi, selon le vice-président de la République, l'occasion d'entretenir la flamme de l'amitié. C'est le lieu de renouveler les vifs remerciements du chef de l'État et du gouvernement ivoirien à l'ensemble de vos pays et organisations pour leur appui multiforme à toutes les avancées de la Côte d'Ivoire et particulièrement au succès de la présidence ivoirienne au Conseil de sécurité en décembre 2018. Après la belle histoire qui a été écrite dans le cadre de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, en abrégé ONUCI, cité un exemple dans l'histoire des opérations de maintien et de paix en Afrique et dans le monde comme un success story, notre pays a su consolider ses acquis et renouer avec le développement. À cet égard, l'importante mission conduite par le Conseil de sécurité de l'ONU les 14 et 15 février dernier a salué la participation de la Côte d'Ivoire comme un modèle de transition fructueuse vers une paix et une stabilité durable. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a par ailleurs offert à ses invités une corbeille de chocolat made in Côte d'Ivoire et des tableaux incrustés du masque Zaouli, inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Des œuvres d'art qui évoquent l'image d'une Côte d'Ivoire unie dans sa diversité.
La 36e réunion interville des Rotary Club de Côte d'Ivoire a eu lieu vendredi à Korogo, au nord du pays. Réunion en présence du ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Coulibaly, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de la cérémonie. Était également présent le président Afrique de Rotary et vice-président de Rotary International, Club Service qui a aujourd'hui 114 ans. La veille au soir, Amadou Gon Coulibaly était lui-même présent au dîner de gala qu'il a offert à près de 400 Rotariens, dîner au cours duquel le Premier ministre a reçu une distinction honorifique en reconnaissance de son implication dans le cadre des actions menées par le Rotary. Ces images sont d'Ami Sissoko, notre correspondante dans la région. On revient ici à Abidjan. Vous avez peut-être déjà fait le constat sur les artères de la capitale économique. Des voies bitumées et pourtant, il est difficile par endroits d'y circuler. Certes, il pourrait y avoir des nids de poules, mais l'on note également des dépôts de ciment qui dégradent les routes. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a décidé de se pencher sur le problème. Il a initié récemment une rencontre avec les entreprises de ciment. Le témoignage de Francis Boifo. Pour faciliter la mobilité des populations et les échanges commerciaux, le gouvernement a réhabilité et bitumé plusieurs voies sur l'ensemble du territoire national. Plus de 1100 milliards de francs CFA d'investissement de 2011 à 2017. Des efforts qui devraient être encouragés dans le cadre de l'investissement privé. Hélas, certains opérateurs économiques du secteur du ciment rament à contre-courant. Des camions déversent au quotidien du béton préfabriqué sur les voies. Le constat dans le district d'Abidjan. Du béton prêt à l'emploi sur certaines artères de la capitale économique. Cela suscite des réactions. Quand on voit sur la voie, c'est pas beau à voir. C'est pas du tout beau à voir. Bon, ce qui nous fatigue, c'est les boules de ciment où on fait des éclaboussures de pneus. Souvent, avec les dégradations, voulant virer, dribbler le trou, ça nous crée souvent des accidents. C'est anormal. Et il faut mettre fin à l'incivisme sur les routes, s'exclame le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier à cette rencontre à laquelle participent l'ensemble des opérateurs du ciment. D'importantes décisions sont prises. L'ensemble des opérateurs, nous les avons rencontrés tous, ils ont reconnu que ils sont en faute. L'AGEROUTE va faire les évaluations de l'ensemble des dégâts qui ont été causés. Le préfet va les rencontrer avec Madame Blagité pour voir quels sont les travaux qui peuvent être faits. Le ministre Amédée Kofi Kwaku plaide pour le renforcement de la législation concernant la surveillance des voies. Au niveau des ministères, au niveau même du préfet des forces de l'ordre, nous ne pouvons pas être partout à la fois. Les Ivoiriens qui passent sur les routes, chaque fois qu'ils vont voir une société en train de déverser du béton, qu'ils fassent des photos, qu'ils nous saisissent, de sorte que nous puissions mettre en branle tout le système répressif de l'État pour que ces sociétés-là puissent donc réparer les torts qui ont été commis. Au ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, on annonce également des mesures contre la dégradation des voies due à l'installation des câbles souterrains. San Pedro, elle va abriter bientôt un joyau architectural. Dans 24 mois seulement, les habitants de la cité portuaire verront sortir de terre un stade olympique de 20 000 places. Il sera prêt pour recevoir des matchs de la CAN 2023 organisés par la Côte d'Ivoire. Coût de réalisation, plus de 41 milliards de francs CFA. Paulin Danho, le ministre des Sports, a lancé les travaux hier samedi en présence notamment de Didier Drogba et de notre correspondant dans la région, Sam Conan. Voici ce à quoi va ressembler le stade olympique de San Pedro une fois sorti de terre. Le ministre des Sports, Paulin Danho Claude, a procédé ce jour au lancement des travaux de construction du stade olympique de San Pedro, en présence de personnalités politiques et surtout sportives, dont l'ancien capitaine des éléphants, Didier Drogba, le maire de San Pedro, tout en se félicitant du choix de sa commune pour abriter ce stade olympique, a décidé de participer au développement du sport dans sa cité en construisant une école de football. Nous avons décidé de construire, je dirais, l'une des plus importantes écoles de Côte d'Ivoire ici à San Pedro, autour de ce stade, et permettre donc à des générations de jeunes d'être formés
non seulement formés intellectuellement, mais sportivement. Et cette école porte donc le nom de Didier Drogba, avec pour parrain M. Adama Bictogo. Pour le conseiller commercial représentant l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, la construction de ce stade matérialise une fois de plus les relations bilatérales entre les deux pays. Selon le ministre des Sports, qui a d'ailleurs remercié au nom du chef de l'État la Chine pour ses actions de développement en faveur de la Côte d'Ivoire, la construction de ce stade olympique va au-delà de la CAN 2023, car le président de la République, Alassane Ouattara, a une vision pour la jeunesse. Mais il y a le temps pour créer l'espérance et l'espoir. Et ce temps, il est là. Le temps est au travail. Avec le président Alassane Ouattara. San Pedro peut porter témoignage. Hier, c'était encore l'université de San Pedro. Et aujourd'hui, voilà les infrastructures sportives et d'hébergement pour San Pedro. Je suis donc particulièrement heureux. Nous voulons que le sport serve de creuset de réconciliation. Que le sport crée le sursaut national, mais aussi que le sport contribue au bien-être des Ivoiriens. Un stade olympique de 20 000 places qui sera bâti sur une superficie de 22 hectares avec 4 terrains d'entraînement et une cité Cannes de 32 villas pour un coût estimé à plus de 41 milliards de francs CFA. La livraison de ce stade olympique est prévue dans 2 ans. Si on peut dire que San Pedro se porte bien, on va se poser la question de comment se porte Yamoussoukro. Cette question, le ministre de la Ville se l'est posée et François Amicha a décidé d'aller chercher lui-même la réponse sur place dans le district autonome. La visite a eu lieu jeudi dernier et elle a permis au ministre de s'imprégner des réalités de la capitale politique de Côte d'Ivoire. Reportage RTI Boaké, Charles Tatou. Pour mieux faire comprendre le sens de sa visite technique dans la capitale politique et administrative du pays, le ministre de la Ville a procédé par une séance de travail au cours de laquelle une projection d'images sur Yamoussoukro, grâce à une équipe d'experts en urbanisme qui l'accompagne. Après quoi, Albert François Michia et les autorités locales ont mis le cap sur certains quartiers. Ils ont donc passé au peigne fin les petits quartiers en situation de précarité qui se développe à côté des bâtisses faisant la fierté du pays, notamment l'INSTP, l'INSET et la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Objectif, avoir une idée claire des réalités en matière du développement. Nous saluons la visite de M. le ministre et nous nous attacherons à conjuguer nos efforts pour répondre aux indications qu'il nous donnera dans ce sens-là. Il nous a semblé important au niveau du ministère de la Ville de venir avec les autorités du district autonome de Yamoussoukro et du conseil municipal de Yamoussoukro, de voir quelles sont les préoccupations de cette ville afin que cette ville réponde aux exigences d'une capitale moderne. Aujourd'hui, on parle de développement durable, de ville intelligente, de ville verte. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que Yamoussoukro réponde à ces critères ? Les lacs et les espaces réservés n'ont pas été épargnés par cette visite du ministre de la Ville. On prend maintenant la direction de Paris, en France, où s'est ouvert hier samedi le Salon international de l'agriculture. Cette année encore, le SIA enregistre une participation significative de la Côte d'Ivoire. 2 stands, l'un pour le compte du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et l'autre pour le ministère des Ressources animales et halieutiques, permettront de présenter le savoir-faire ivoirien dans leurs différents secteurs. Les détails avec Hervé Blé, l'un de nos envoyés spéciaux à la porte de Versailles, à Paris. Salon international de l'agriculture sous un temps clément, s'est ouvert ce grand rassemblement des acteurs du monde agricole de France et de nombreux autres pays à travers le monde. Au nombre des participants à ce grand rendez-vous international, les représentants des ministères des Ressources animales et halieutiques et de celui de l'agriculture. Les stars du stand du Mira, ce sont certainement eux, les escargots, objet de toutes les curiosités des premiers visiteurs du salon. À découvrir également aux côtés des escargots, des mâchoirons et des silures. 10 jours de découverte des richesses des ressources animales et halieutiques, mais aussi des produits de l'agriculture ivoirienne,
2 stands pour les apprécier au pavillon 05. C'est d'ailleurs ici que va se dérouler jeudi la journée ivoirienne, avec au programme différentes conférences, des animations culturelles et la dégustation de produits de la Côte d'Ivoire. Tout au long du salon sont prévues des rencontres B2B, différentes séances de travail, des panels avec à la clé de bonnes nouvelles pour les ressources animales et l'agriculture ivoirienne. Le tout avec le soutien et la présence bien souvent du ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua, et du ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Djoumani, à la tête d'une forte délégation au parc des expositions Porte de Versailles à Paris. Et après un tel voyage en France, on mérite bien de faire un tour à la baie des Milliardaires, le minuscule quartier impressionnant par la beauté et le luxe insolent de ses villas. C'est sur l'île Boulet, ici en Côte d'Ivoire, à 25 km au nord-ouest d'Abidjan. Pour ceux qui recherchent une cachette, un endroit paisible avec du divertissement et de l'air frais, la baie des Milliardaires est bien l'endroit rêvé. Et si on y allait maintenant? Le guide du jour, c'est Patricia Omouitia. À l'origine, Abia-Tranan était un petit village de pêcheurs. Aujourd'hui, avec environ 3000 habitants, le village compte plus de 3 gros quartiers. Visité par les Occidentaux lors de leur passage en Côte d'Ivoire, le site a été baptisé Baie des Milliardaires. Il y a eu donc des touristes qui sont arrivés. Ils ont trouvé le site très beau, donc ils ont appelé Baie des Milliardaires. Donc leur présence a contribué encore au rayonnement de ce village-là. Et puis à faire entendre, à faire parler de ce village hors même des frontières de la Côte d'Ivoire. Donc les personnalités se sont intéressées, d'autres personnes se sont intéressées également pour résider dans cette zone. Le calme, l'air frais et l'espace lagunaire ont attiré plus d'un à bâtir leur propriété au bord de l'eau jusqu'à créer une baie, un paradis. Investir ce lieu n'est pas donné à tout le monde. Normal, le luxe a un prix. Imaginez Beverly Hills, où seules les grandes fortunes peuvent avoir pignon sur rue. Aujourd'hui, vous prenez le quartier Bacré, qui est juste à côté, le lot se cède à 10 millions. Maintenant, pour les parcelles non loties, l'hectare est à 100 millions. La baie des Milliardaires se trouve sur une île. Pour y aller, l'accès est exclusivement réservé aux détenteurs de yachts et les moyens de déplacement sont plus fréquemment de petits bateaux ou encore des vedettes. Ce cadre féerique dénote du statut social des cadres qui y habitent ou qui vont régulièrement se reposer le temps d'un week-end. C'est un cadre idéal pour moi et c'est l'une des destinations qui m'a permis de rester en Côte d'Ivoire depuis bientôt 3 ans. C'est vrai que la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de sites touristiques. Quand on voit ici aussi, c'est vraiment tranquille. Je crois que ça me donne envie de revenir. Ce paradis ivoirien est un lieu où l'on est débarrassé des bruits assourdissants des voitures et la pollution des usines, loin de la ville. Le repos et le jeu sont les seules activités de ce milieu. Et je trouve que c'est un endroit très agréable. Le plan d'eau là ici est magnifique. Et ici on peut faire plein de choses. Pour les enfants c'est parfait. La piscine est super. Et même quand on vient dormir, parce que j'ai déjà dormi ici, c'est un super endroit. On m'avait beaucoup parlé de cet endroit, l'île Boulet, la baie des Milliardaires, mais je voulais voir un peu par moi-même si c'était aussi beau que ce qu'on m'a raconté. Et je ne suis pas du tout déçue, c'est magnifique, c'est paradisiaque, on se croirait en Thaïlande ou en Indonésie. Franchement, pourquoi payer des billets d'avion chers là, pour partir là-bas alors qu'on a ça ici? Ici, le chef d'orchestre, c'est lui, Rodrigue, le propriétaire de cet espace. Il emploie 100 personnes environ et brasse chaque année un chiffre d'affaires d'environ 9 millions de francs CFA par mois, selon les saisons. Quand j'ai commencé ici, il n'y avait pratiquement rien. Sorti de l'école en 2004, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure-là, tout en sachant qu'il y a des épines à traverser. Et c'est cette conviction-là de bâtir un établissement, un complexe hôtelier qui m'a poussé à arriver aujourd'hui là. Par semaine, du lundi au dimanche,
On tourne autour de 200 personnes que nous recevons. Et quand on ajoute les sociétés, on peut tourner autour de 300. Vous l'avez sans doute remarqué, le paysage lagunaire n'a rien à envier aux endroits qui font courir les touristes de par le monde. Et la baie des milliardaires à elle seule pourrait apporter des dividendes importants à la Côte d'Ivoire. Accéder à la baie des milliardaires n'est pas donné à tout le monde car, comme le dit le fameux adage, qui veut aller loin ménage sa monture. Toutefois, afin de permettre aux populations de profiter de ce paradis, il serait peut-être temps d'envisager d'instaurer des transports fluviaux à moindre coût en vue de favoriser l'accès à cette nature privilégiée. Aujourd'hui, si on veut aller à Abidjan, il faut partir jusqu'à Avridi avant d'aller à Abidjan. Si tu ne vas pas à Avridi, il faut traverser Delo, aller jusqu'à Agito avant de prendre bateau, aller à Abidjan. Donc tout le temps, nous demandons ça à l'État. Le village à l'origine de ce cadre enchanteur a des attentes. Nous avons actuellement une école primaire de 3 classes. Il nous faut aller à 6 classes. Nous n'avons pas de logement de maître. Et ça, c'est un handicap pour nous. Il nous faut également un centre de santé. Il y a également la route, la question de route. Il y a également la question de l'eau potable. La baie des milliardaires est certes réservée aux personnes de haut standing, mais elle doit être connue et accessible à tous. Comme on le dit souvent, le rêve est permis à celui qui veut rêver. La baie des milliardaires, c'était un reportage signé Patricia Omo-Etia, reportage que vous pourrez revoir sur notre application RTI Mobile et sur tous nos réseaux sociaux. Comme chaque dimanche, le 13h, ce n'est pas que le journal, c'est aussi le magazine du dimanche. L'invité du jour, c'est Moussa Sanogo, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose tout d'abord de suivre cet élément vidéo signé Cheikh Koné et Kader Sogodogo. En 2017, l'enquête sur le budget ouvert réalisée par International Budget Partnership classait la Côte d'Ivoire au 86e rang sur 115 pays évalués. Dans ce classement, le pays obtient un score de 24 points sur 100, un score peu honorable à raison de l'impossibilité au grand public de participer au processus budgétaire. Pour rectifier le tir, le gouvernement ivoirien prend des engagements dans le cadre de l'initiative Open Government Partnership, entendez Partenariat pour un gouvernement ouvert, un organisme international de promotion de la transparence dans l'action publique. Le but principal de cet engagement est d'élaborer un budget citoyen. Mais c'est quoi un budget citoyen et à quoi renvoie ce concept? Le budget de l'État, c'est une traduction chiffrée de la politique économique et sociale du gouvernement. C'est donc un instrument privilégié de la mise en œuvre des actions du gouvernement qui visent prioritairement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Cependant, ces dernières ne s'intéressent pas toujours au budget de l'État, soit parce qu'il est techniquement assez complexe, ce qui ne favorise pas l'assimilation et l'appropriation. Le gouvernement a donc initié de produire un document additionnel qui va traduire de façon synthétique, dans un langage accessible, à toutes les couches de la population. C'est ça le budget citoyen. Autrement dit, les populations ivoiriennes auront désormais la possibilité de mieux comprendre le budget de l'État dans un document simplifié qui leur expliquera le processus budgétaire, la collecte des ressources et leur utilisation. Ce projet démarre en 2019. À la fin du premier trimestre, le budget citoyen sera validé et mis en ligne sur le site du secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé du budget du portefeuille de l'État. Ainsi, toute la population, tous les citoyens pourront avoir accès à ce document. Le budget citoyen se positionne ainsi comme un outil pour l'amélioration de la bonne gouvernance et le renforcement de la transparence budgétaire. Une première en Côte d'Ivoire. Mais le gouvernement ne s'arrête pas là. La preuve, la Côte d'Ivoire se prépare à passer du budget par moyen au budget programme ou encore le budget par objectif, qui est un budget élaboré, présenté et voté sous forme de programme regroupant l'ensemble des actions répondant à un objectif de politique publique au bout duquel des résultats clairs sont prédéfinis. Cette nouvelle donne fait partie des directives communautaires adoptées par l'UEMOA pour renforcer la gestion des finances publiques au sein des 8 États membres. Notons que le budget citoyen est un des leviers du budget programme ou encore appelé le budget par objectif.
Alors, Monsieur le ministre, bienvenue encore sur notre plateau. Merci. On l'a entendu dans l'élément, votre collaborateur, Monsieur Adopo, Fiacre Adopo, le directeur des politiques, l'a un petit peu défini, mais dites-nous de façon simplifiée, c'est quoi le budget citoyen? Oui, je crois que le directeur de synthèse budgétaire a fait une belle présentation. Vous savez, le budget citoyen, c'est un document qui permet à monsieur tout le monde de lire de façon très simple le budget, de savoir quelles sont les sources de financement du budget de l'État et aussi de savoir comment est-ce que l'État utilise ses ressources pour la dépense publique, la construction de routes, des écoles, le paiement des salaires et toutes les dépenses de l'État. Savoir un peu, en gros, comment est-ce que le document qui est adopté en son nom, et comment est-ce que les ressources sont levées et utilisées en son nom. Et qu'est-ce qui a conduit le gouvernement à adopter un tel système? Alors, c'est d'abord la volonté d'améliorer la transparence. La transparence budgétaire exige quand même que les citoyens sachent un peu ce que les différentes autorités utilisent, la façon dont elles utilisent les ressources. Mais c'est également aussi la volonté d'être en ligne avec les normes internationales, parce que dans des pays un peu plus avancés économiquement que nous, ce type de document existe, et il importait quand même que nous puissions nous aussi être en ligne avec ces différents États-là. Le budget citoyen, c'est donc différent du budget programme, du budget également par objectif. Oui, effectivement. En fait, le budget citoyen, lui, est une simplification, une synthétisation du budget mis à la disposition du citoyen. En revanche, le budget programme est une autre façon de présenter et de définir le budget à comparaison avec le budget des moyens. Alors, le budget de programme, c'est un budget d'abord qui va se caractériser par le fait qu'il s'étend sur plusieurs années, en général 3 ans, alors que nous avons aujourd'hui des budgets de moyens qui sont définis pour 1 année. La seconde chose, c'est que les ressources sont mises en place pour des programmes. Et donc, on va dire la supervision de l'utilisation de la ressource affectée au programme est plus forte et mieux faite que quand il s'agit d'un budget de moyens. Je donne un exemple. Nous mettons, disons, 100 milliards à la disposition de tel ministère pour l'entretien routier. En cours de route, il peut se trouver que certaines difficultés peuvent faire que la ressource peut être affectée à une autre situation qu'on considérerait urgente ou tout ce que vous voulez. Avec le budget de programme, ça va être plus difficile parce que lorsque l'État a dégagé de la ressource, c'est pour un programme donné et il va falloir faire le nécessaire pour atteindre les objectifs liés à ces programmes-là. Et le responsable du programme devra en rendre compte pour qu'on s'assure que tous les francs qui ont été dégagés ont été utilisés à bon escient. Alors, de quel mécanisme dispose le citoyen pour connaître le budget qui est alloué de façon générale et surtout le budget alloué à sa zone à lui et qu'est-ce qui doit être fait chez lui? Alors, les mécanismes sont divers et variés. Vous avez d'abord la représentation nationale. Le citoyen a un député qui le représente à l'Assemblée. Il peut à tout moment l'interpeller pour avoir les détails du budget. Vous avez ensuite les services administratifs dans la Direction générale du budget des finances, en particulier des unités comme la CELIOP, où le citoyen peut également avoir des informations sur le budget. Mais enfin et surtout, c'est pour moi ça le plus important, c'est que le budget est en ligne. N'importe quel citoyen aujourd'hui, en allant sur le site du ministère du budget, a le budget de l'État de Côte d'Ivoire. Mieux, vous avez tous les 3 mois la situation de l'exécution du budget qui est disponible auprès de tous les citoyens. Et vous avez encore d'autres informations comme la situation des passations des marchés publics et tout ça. Donc le citoyen peut à tout moment s'informer de la façon dont le budget est exécuté. D'accord. Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'année 2018 au niveau de votre département? Écoutez, ça a été une année qui a été marquée par beaucoup de défis parce qu'on n'a pas eu toujours une conjoncture très facile. Mais nonobstant cela, nous avons poursuivi, et de façon générale, notre pays a poursuivi sa marche vers l'avant. Alors, ça a été une année où d'abord nous avons respecté le niveau de déficit budgétaire arrêté avec le Fonds monétaire international. Alors, ça peut ne pas parler à monsieur tout le monde, mais vous savez, un État qui est capable de respecter ses engagements en matière budgétaire, c'est un État qui fait la preuve de son sérieux et à partir qui permet ainsi d'avoir de meilleures relations avec les investisseurs internationaux. Nous avons également poursuivi les travaux en matière de dématérialisation des opérations de passation des marchés publics.
J'ajouterai également l'institution d'un mécanisme d'évaluation des DAF. C'est une réforme très importante puisque ça doit nous permettre d'aller un peu plus loin dans la bonne gouvernance. Je citerai également d'autres éléments comme les scanners qui ont été déployés aux frontières et c'est un programme qui va se poursuivre. Nous faisons aujourd'hui une interconnexion des systèmes douaniers avec des pays voisins comme le Burkina, comme le Ghana. J'ajouterai également le suivi des entreprises publiques. Là-dessus, il y a toute une batterie d'indicateurs qui ont été définis pour qu'on suive au mieux les résultats des entreprises publiques pour nous assurer que nous pouvons dégager de la ressource qui permettrait également de desserrer les contraintes financières de l'État. En tout cas, c'est plusieurs domaines qui ont été abordés et surtout nous allons aller beaucoup plus loin en matière de digitalisation des opérations de l'administration. Et parlez-nous un peu plus de l'évaluation des DAF. Vous venez de l'évoquer. De quoi il s'agit? Alors, vous savez, il y a déjà un ensemble de règles qui encadrent les activités de l'ensemble des fonctionnaires, donc en particulier des DAF. Donc, on appellera ça, entre guillemets, des incitations négatives. Mais vous avez aussi ce qu'on peut appeler des incitations positives qui permettent de créer une saine émulation dans la qualité de la gestion de la dépense publique. Alors, quelles sont les dispositions qu'on prend pour éviter, par exemple, que certaines dettes de l'État apparaissent dans le cadre des relations avec les opérateurs économiques? Comment est-ce qu'on prend les dispositions pour que la qualité du service fait soit assurée? Comment est-ce qu'on s'assure que les procédures budgétaires sont bien respectées et faites de façon diligente? Alors, ce sont autant d'éléments qui vont faire l'objet d'évaluation pour chacun des DAF de tous les ministères du pays pour qu'on puisse assurer que les choses vont dans le sens que nous souhaitons. Monsieur le ministre, les recettes des impôts ont atteint l'année dernière les 2000 milliards de recettes. Oui. C'est inédit. Oui. Qu'est-ce qui explique cette performance? Comment vous avez réussi? Quelle a été votre recette à vous, justement, pour y arriver? Ben, écoutez, c'est d'abord la qualité de notre politique économique. Vous savez qu'on n'excède pas 2000 milliards par hasard. C'est bien parce que nous avons une politique économique de qualité qui permet la création de richesses que l'administration fiscale arrive à lever suffisamment de ressources. Mais il n'y a pas que ça. Il vous devez avoir une administration qui soit également performante en matière de regroupement de ressources. Et là-dessus, ce sont toutes les diligences que nous avons définies pour nous assurer que l'administration fiscale travaille au mieux, que les contrôles fiscaux se font de la meilleure des façons et surtout la question de la digitalisation. Voilà, que nous sortions de plus en plus de tout ce qui est manipulation humaine pour qu'on aille vers le tout électronique de façon à ce que la collecte des impôts se passe au mieux. Êtes-vous autant fier des performances des autres régies? Oui, non, je suis également fier des performances des autres régies. Vous savez, par exemple, l'administration douanière a eu des difficultés liées à la conjoncture. Vous savez, le prix du cacao n'est plus ce qu'il était il y a 2 ans. En 2017, il a baissé de 35% d'une année à l'autre. Je crois que ça permet de saluer la qualité de la gestion de notre économie de notre pays. Parce qu'il faut se souvenir qu'à la fin des années 80, nous avons connu un choc pareil. Et ça a entraîné quand même des difficultés fortes économiques. Mais aujourd'hui, nous sommes capables d'encaisser un choc d'une baisse de 35% d'une année à l'autre des prix de notre première matière première d'exportation, sans pour autant que le pays ne traverse des difficultés importantes. Ça mérite d'être salué. Et donc c'est pour ça que je suis également très satisfait de ce qui s'est passé en matière de résultats au niveau de l'administration douanière, mais même aussi au niveau des entreprises publiques. Les choses se passent extrêmement bien. Monsieur le ministre, il y a quelques années, le budget de la Côte d'Ivoire s'élevait à 3 000 milliards, après 4 000, 5 000, 6 000. Aujourd'hui, on est à plus de 7 000 milliards, 7 334,3 milliards exactement. Qu'est-ce qui explique cette hausse exponentielle? Ben, écoutez, si l'État ivoirien est capable d'afficher un budget pareil, ça veut dire que les activités économiques s'accroissent. C'est-à-dire, au-delà de tous les discours, les débats qu'on peut faire sur la question de la croissance, c'est bien parce que nous avons une croissance forte que nous sommes capables d'avoir un budget important. Autrement, ce ne serait pas possible. La seconde chose, c'est que c'est la preuve également que nous avons une gestion macroéconomique saine, parce que c'est la qualité de notre gestion macroéconomique qui est certifiée par la qualité du programme que nous avons avec le Fonds monétaire international, qui rassure les investisseurs internationaux, les différents pays, à nous accompagner
dans la levée des ressources pour pouvoir financer notre développement. Donc ce sont essentiellement ces deux facteurs-là mis ensemble qui nous permettent aujourd'hui d'afficher un budget de 7 334,3 milliards et je pense que nous allons continuer ainsi pour le bonheur des citoyens ivoiriens. Et vous avez parlé de croissance forte. La Côte d'Ivoire affiche un taux de croissance en moyenne de 8% depuis quelques années. Oui. Déjà, c'est quoi la croissance? Alors, la croissance, c'est vrai que c'est un terme qui peut apparaître un peu trop savant. Alors, pour expliquer les choses simplement, prenez un seau. Dans le processus de fabrication d'un seau, on va utiliser peut-être, on va dire, des matières plastiques, on va utiliser de l'électricité, et ainsi de suite. Et tout ça, on va appeler ça des consommations intermédiaires, qui vont nous permettre d'arriver à un produit final. Le seau qui va être valorisé, on va dire, à 100 francs, là où les consommations intermédiaires ont nécessité 75 francs, par exemple. Et donc, la différence de 25 francs, c'est celle-là qui fait la valeur ajoutée. Et la croissance dans le pays, c'est la somme de toutes les valeurs ajoutées, de l'ensemble des produits de notre économie, de l'ensemble des branches d'activité. Et c'est ça qui fait la richesse qui est créée. Et qui doit être partagée. Et qui doit être partagé et qui, ma foi, n'est pas si mal partagé que cela, même si certains pensent le contraire. Oh oui, ils sont nombreux ceux qui pensent que la croissance ne se ressent pas dans les assiettes, monsieur le ministre. Oui, je crois que là-dessus, il faut regarder les choses avec détachement. Vous savez, par exemple, au niveau du secteur public, la masse salariale en 2012 était de 935 milliards. Aujourd'hui, elle est de 1720 milliards. Près du double. Le double. Alors, nous avions 170 000 fonctionnaires en 2012. Aujourd'hui, nous en avons 270 000. Donc, ça veut dire quand même que l'État fait de gros efforts en termes de partage de la richesse créée. Mais ça, c'est le secteur public. Vous savez, quand vous créez de la richesse, vous pouvez en faire deux choses. Vous pouvez en consommer ou vous pouvez également l'investir pour pérenniser le processus de création de richesse demain. Et c'est ce que le gouvernement fait. Si vous regardez le niveau des investissements publics en Côte d'Ivoire, il est passé de 640 milliards en 2012 à 1900 milliards aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a été multiplié par 3. Donc, quand on regarde notre cadre de vie, quand on regarde le parc auto qui s'accroît, quand on regarde les maisons qui se créent, les façades qui s'embellissent, tout ça, c'est le résultat de la croissance. Maintenant, il y a le fait que nous avons quand même connu des années difficiles. Et il y a quand même un stock de personnes qui s'est accumulé au niveau du marché de l'emploi. La population active en Côte d'Ivoire, c'est autour de 10 millions de personnes. Nous créons à peu près 7000 emplois dans le secteur formel par mois. Ce n'est pas mal, mais ça peut être difficile pour résorber tout ce stock. En la matière, les citoyens eux-mêmes sont interpellés. C'est-à-dire que ce n'est pas le gouvernement qui crée des emplois, mais il crée les conditions de l'emploi. Et il appartient aux citoyens de saisir les opportunités. Alors, sans vouloir être trop long sur cette question, je vais vous donner un exemple. Il y a plus de 5 millions d'habitants à Abidjan, près de 2 millions de personnes en emploi précaire. Dans le même temps, notre pays manque de vivriers, notre pays manque de poissons, notre pays manque de viande, et on peut obtenir tout ça sur n'importe quel centimètre carré de la Côte d'Ivoire. Donc il appartient aux Ivoiriens, quelquefois, de prendre des dispositions pour aller dans le secteur d'activité où ils peuvent générer. Il y a donc trop de monde à Abidjan pour rien. Oui, pas seulement à Abidjan, mais ce n'est pas tant le monde à Abidjan, mais le fait qu'il y a également des opportunités qui peuvent se faire ailleurs et qu'il faut savoir saisir. Le pays est un peu trop macrocéphale. Oui, on peut le penser. Et je crois que lorsque avec le président de la République, il a été défini l'idée des districts, c'était un peu ça, de faire en sorte que le développement du pays soit un peu plus équilibré au niveau territorial. Et qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui à ceux qui parlent de surendettement de la Côte d'Ivoire? Alors, je crois qu'ils n'ont peut-être pas les bonnes informations. D'abord, la dette fait partie de la vie d'une économie moderne. L'individu s'endette pour bâtir une maison, sécuriser sa famille. L'État a le même processus. Lorsqu'il s'endette, c'est pour investir, pour améliorer l'outil de production. Mais quand un individu va auprès de sa banque, la banque va regarder ce qu'on appelle sa quotité. Est-ce qu'il a la capacité de pouvoir s'endetter jusqu'à un certain niveau? C'est le même principe pour les États. Alors là-dessus, il y a ce qu'on appelle l'analyse de la viabilité de la dette, qui permet de savoir si le pays peut effectivement soutenir un certain rythme d'endettement. Et la Côte d'Ivoire le fait de façon régulière, tous les 6 mois, avec le Fonds monétaire international.
Et les résultats sont là. Nous sommes l'un des pays les moins endettés de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. D'accord, mais n'y a-t-il pas un niveau d'endettement qu'il ne faut pas dépasser quand même? Oui, il y a un niveau d'endettement que vous ne devez pas dépasser, mais c'est en lien avec vos capacités. Voilà. Si vous prenez aujourd'hui les grands pays, ils ont quelquefois des taux d'endettement qui vont entre 80% et 100%. Et pourtant, ils ont la capacité, et c'est bien parce qu'ils ont la capacité de soutenir ce niveau d'endettement. Merci. Monsieur le ministre, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Monsieur Moussa Sanogo. Je rappelle que vous êtes venu nous parler principalement du budget citoyen qui est considéré comme un document simplifié de la loi de finances. Merci encore à vous. Vous restez avec nous. Au Sénégal, les bureaux de vote, je vous le disais en titre, ont ouvert à 8 h ce matin pour les près de 6,7 millions d'électeurs appelés aux urnes pour élire leur président. 5 candidats sont en lice. Ils ont tous appelé à une forte mobilisation. Les bureaux de vote fermeront à 18 h, heure locale. La campagne électorale s'est achevée vendredi. Les électeurs ont donc eu 24 heures de calme. On retrouve notre envoyé spécial sur place, Sidonie Davila. Ils étaient déjà là sur les lieux de vote à 8 h et même bien avant pour attendre patiemment leur tour pour voter. Monsieur le ministre. Nous allons poursuivre donc ce journal. Après le Sénégal, nous allons parler maintenant d'un artiste qui fait du zouglou. Voici un quart de siècle qu'il fait du zouglou. 25 ans d'engagement, 25 ans de lutte pour les plus vulnérables. Après 25 ans d'éveil de conscience, Soumbil marque une pause pour communier avec son public. Comment se sent-il après toutes ces années d'engagement entre séances de répétition et plateau télé? Franck Quadio lui a posé ces questions. La silhouette fluette de l'artiste et sa voix mélodieuse a traversé les années. Soumbil, déjà 25 ans de carrière musicale, ses débuts, il s'en souvient. En 1989, jeune collégien avec les mini-chocs, Soumarou Mamadou adopte le diminutif Soumbil. Cette aventure avec la musique est venue plus ou moins brutalement, on va dire, parce que je n'y connaissais rien du tout, donc c'était depuis le lycée. Voilà, j'ai eu ma première claque avec le groupe Mini-Choc, donc un groupe d'ambiance facile qui est devenu aujourd'hui les Garagistes. Et puis après, il y a eu l'aventure avec mon groupe Les Salopards. Les Garagistes, puis Les Salopards, l'album Bouche Bée fait mouche. Une carrière qui prend son envol, Soumbil développe sa personnalité artistique, homme du test et veilleur de conscience, bref, un artiste engagé. Essayer d'être un tant soit peu le porte-voix des minorités. Voilà, on dit que l'artiste c'est la voix des sans-voix, donc on essaie en tout cas d'être dans cette logique de faire évoluer les choses. D'abord le zouglou et en filigrane le reggae que l'artiste dit avoir toujours en lui. C'est qu'à la réalité, Soumbil refuse d'être catalogué homme d'un genre musical, son dada, parler au monde. C'est deux musiques qui se ressemblent beaucoup. Moi, le plus important pour moi, c'était de faire de la musique engagée, de la musique qui met l'évolution et les libertés de l'homme au centre du débat. Mais qu'on se le dise, le zouglou lui collera toujours à la peau, un rythme qui lui aura beaucoup apporté. La musique m'a tout appris, et le zouglou c'est ma base. C'est là que j'ai tout appris et le zouglou m'a démontré qu'on peut partir de zouglou et pratiquer un certain nombre de musiques sans barrière. Dans la dynamique donc à 25 ans de carrière pour communier avec le public, le clou ce sera ce 2 mars. On parlait de la culture, donc ça sera un gros concert et au-delà du concert on a envie que ce soit plusieurs générations qui se rencontrent et qui échangent en fait autour de ma musique. Soumbil, c'est donc une dizaine d'albums, plus de la moitié enregistrés en tant qu'artiste solo. Nous allons refermer ce journal, mais je rappelle qu'au Sénégal, c'est le jour du vote de la présidentielle. Donc, les bureaux de vote ont ouvert à 8 h ce matin. 6 700 000 électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président. 5 candidats sont en lice. Ils ont appelé à une forte mobilisation. Les électeurs ont eu la journée d'hier pour décortiquer les programmes des 5 candidats. L'ambiance de ce jour de vote au Sénégal est tranquille
tranquille, pas de heurts, pas d'incidents majeurs. L'affluence était au rendez-vous. Sidonie Davila, notre envoyé spécial, nous fera le point ce soir dans le 20h. Ce journal est terminé. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à le préparer. Restez sur RTI 1, nos programmes se poursuivent.